Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel. Je vous remercie d'être là et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, partager, donner à tous les gens que vous connaissez l'idée de peut-être réfléchir sur ces questions relatives à l'euthanasie, à la fin de vie, au suicide assisté, à l'accompagnement de la mort, à notre représentation de la mort. Je pense que ce serait très utile parce que l'intention de ces entretiens, c'est de revisiter à nouveau frais une sorte de thanato-anthropologie à la manière de certains anthropologues avant moi qui ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se jouait aujourd'hui sur les enjeux relatifs au deuil, à la fin de vie, à l'accompagnement des mourants, à l'agonie. Et nous sommes reconvoqués à y réfléchir de par l'existence de la loi Falorni, qui est cette loi sur l'aide active à mourir, le suicide assisté et l'euthanasie, qui vient à nouveau nous faire réfléchir sur mais qu'est-ce qu'on veut collectivement, qu'est-ce qu'on veut individuellement, qu'est-ce que c'est la mort pour nous, comment se la représenter symboliquement, socialement, entre frères et sœurs humains qui se serrent les coudes à un moment difficile, et puis techniquement, l'accompagnement technique qu'on peut lui offrir aussi. Et donc ces entretiens mortels sont scandés là pendant tout l'été jusqu'à la présentation du texte de loi au sénateur pour essayer que la démocratie rejoue son rôle et que nous puissions donner des idées à nos représentants publics. Moi, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur spécialisé en éthique et en anthropologie de la santé. Et puis, je suis ravi de recevoir des intellectuels, des chercheurs, des universitaires, des soignants, des gens venus d'un petit peu tous les horizons de la société civile et du monde intellectuel pour nous donner leur éclairage et leur compréhension des enjeux. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Rémi Tel. Bonjour Rémi, tu vas bien? Bonjour Louis, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être ici et merci pour l'initiative que tu as lancée qui est absolument indispensable à la veille du débat sénatorial sur la légalisation de l'euthanasie. Ouais, on espère que ce soit utile. Effectivement, on aimerait que ça se passe sous l'arbre à palabre au milieu du village. Aujourd'hui, l'arbre à palabre est dans le monde numérique et Internet. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui te connaîtraient peu ou pas euh, et notamment pourquoi tu as un lien avec toutes ces questions toi, tu es à la fois essayiste, intellectuel, tu as écrit de nombreux ouvrages sur la question de la liberté, de l'engagement chez les jeunes aussi, mais il y a aussi une réflexion profonde sur les valeurs qui portent notre société. Est-ce que tu veux bien toi-même te dire au fond qui tu es? Donc, j'ai 31 ans là depuis quelques heures maintenant. Je suis effectivement un jeune essayiste et passionné depuis très longtemps sur des questions bioéthiques. Et ça a été un peu le fil rouge de mon travail de ces dernières années, sentant que c'était le grand sujet, au fond, du XXIe siècle et le grand sujet des ruptures anthropologiques à venir. Et je ne croyais pas que les choses iraient si vite. Et donc, naturellement, ça a donné lieu à une prise de position pendant le Covid sur les derniers projets de loi bioéthique. Et donc, aujourd'hui, sur la question de la fin de vie et de la loi Falorni, il se trouve que j'ai eu aussi l'occasion de l'approcher à titre professionnel, mais militant, presque j'ai envie de dire, auprès de la Société française de soins palliatifs. Et on est là au terme des discussions parlementaires qui ont eu lieu à l'Assemblée, je parle en mon nom, complètement sidéré par le résultat de ces débats et par la facilité, la désinvolture avec laquelle on est en train de faire ce grand bond en arrière, pas de bond en avant, mais de bond en arrière vers la mort administrée et vers le pouvoir accordé à l'État, à travers les médecins, de décider qui doit vivre et qui doit mourir. Donc j'espère bien que la société civile va donner de la voix avant l'adoption possible complète de ce texte de loi. Et c'est la raison pour laquelle je réponds avec bonheur à ton invitation. Ouais, merci beaucoup. Tu t'intéresses donc à toutes ces questions de bioéthique et tu as pu approcher réellement les activistes au fond de l'ADMD, du droit à mourir dans la dignité, euh, finalement qui ne viennent pas de nulle part, hein, qui sont le fruit d'une sorte de généalogie de ces mouvements euthanasistes et eugénistes aussi, on peut le dire, et en particulier Olivier Falorni. Mais tu t'es intéressé aussi à la question technique. Au fond, tu
fais partie des penseurs modernes de la technique, un peu dans la lignée de Jacques Ellul ou de Ivan Illich, j'imagine. Alors, je m'en revendiquerai pas, mais merci de me faire cet honneur. J'ai compris, en fait, au fur et à mesure de mes travaux, à quel point la question technique précédait la question politique, au fond, et comment elle l'a surdéterminée. C'est-à-dire que l'état de l'avancée technologique aujourd'hui aiguillonne tous les bouleversements politiques, et presque dans une forme de tragique, c'est-à-dire que les volontés individuelles et collectives, finalement, font assez peu contre ce qui devient possible de faire et ce qui, d'après la fameuse loi de Gabor, est ce qui finit par être fait, puisque c'est possible de le faire. Et la technique n'est pas neutre, en réalité, d'un point de vue philosophique et même d'un point de vue idéologique. Elle emporte une certaine vision du monde, qui est une vision prétendument autonomiste, de salut de l'homme par ses propres moyens et de libération. Or, et c'est l'ironie de l'histoire, l'expérience nous montre, et c'est vrai particulièrement sur la question de l'euthanasie, que cet idéal de décider pour soi-même, de choisir son destin, en fait, se retourne contre lui-même et consacre une prise de pouvoir de la société et des autres sur son propre corps. Et au fond, la légalisation de l'euthanasie menace pleinement la liberté et l'autonomie humaine. Donc on a une espèce là de péché au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de cible manquée, avec cette illusion d'une émancipation de l'homme par la technique, dont on observe partout, que ce soit du côté de la crise écologique, à ces débats bioéthiques qu'on a, à la concentration aussi des richesses entre les mains de quelques hommes, qui est le fruit aussi de cette technologisation, financiarisation du monde. 250 ans après la Révolution française, qui n'est pour moi que la traduction politique de la Révolution industrielle, là on touche aux limites morales, aux limites économiques de cette illusion prométhéenne, au fond. Et la question de l'euthanasie l'illustre particulièrement bien. Je crois que tu as développé une partie de cette réflexion dans un livre assez récent de 2022 aux éditions Perspectives Libres, qui s'appelle La chute de Prométhée, l'être un démocrate américain. C'est ça? Qu'est-ce que tu racontes à ce démocrate américain qui croit à cette autodétermination, au fait qu'il va choisir lui-même son propre genre, son propre mode de vie, son alimentation végane d'une certaine manière, le tout effectivement cadenassé dans une espèce de combinaison d'Iron Man technologique, un techno-cocon dans lequel il se sent enfin un petit peu à l'aise. Qu'est-ce que tu racontes dans ce livre, finalement? Cette histoire, c'est l'histoire d'une amitié brisée par la folie du temps présent. Et comme on en a tous vécu, notamment depuis 2020, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la raconter. On parlait en antenne de la force du témoignage, qui passe pas simplement par l'intellect, mais aussi par le cœur, un peu par les tripes. Et c'est cette approche que j'ai voulu emprunter avec la chute de Prométhée, en montrant en fait à ce professeur américain, qui était un ami, un professeur de sciences politiques à l'université d'Arizona, que l'idée qu'il se faisait de ses propres valeurs était une idée trompeuse, et qu'il était une idée trompeuse et presque religieuse, au point qu'il nous était devenu impossible d'en discuter, justement. Et tu parlais de Jacques Ellul tout à l'heure. Jacques Ellul disait qu'il y a un transfert du sacré sur la technique. On pourrait parler presque d'une fétichisation du monde. Et si la technique apparaît pas de façon, elle apparaît de façon latente en réalité dans nos débats, mais elle n'est pas manifeste, mais elle en est le sous-jacent. Et donc dans cette idée de pouvoir maîtriser
son corps, qui est dans l'euthanasie, il y a une forme d'expression ultime et de volonté ultime là-dedans. C'est aussi le reflet de ce transfert du sacré vers la technique, vers une intervention extérieure qui nous transformerait de l'intérieur, moralement, spirituellement, physiquement. Alors, en plus, pour revenir à notre sujet, ce qui est, je crois que tu peux en témoigner, ce qui est assez paradoxal, c'est que pour le coup, aujourd'hui, la science, la médecine, le droit même français, avec la loi Claes-Leonetti de 2016, permettent de répondre à l'immense majorité des situations qui sont brandies pour justifier la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Ce qui démontre bien que là, on a même encore franchi un pas supplémentaire, justement dans la dimension religieuse de cette croyance émancipatrice, d'une fausse croyance émancipatrice, c'est d'un salut finalement de l'homme par ses propres moyens sur Terre. Et mon ami, professeur aux États-Unis, lui, était complètement habité par cette vision des choses, au point de se trouver aux prises avec des contradictions énormes et d'incarner l'intolérance, au fond, qu'il dénonçait chez les autres. C'est cette contradiction-là aussi qui est au cœur de la modernité, du monde contemporain, au cœur des dissonances cognitives et de ce qui nous rend fous tous les jours, quand on allume les réseaux sociaux, etc. Enfin, nous sommes dans l'ère de la contradiction, quand même. Et d'une contradiction qui semble ne pas apparaître aux yeux de ceux qui sont travaillés par elle. Et donc, c'est tout ce débat-là, finalement, que j'ai voulu porter par les mots et par un livre, puisqu'il m'était devenu impossible de le porter à travers une discussion amicale classique. Oui, c'est intéressant cette idée de fétichisme de la marchandise qui apparaît déjà chez Marx et qui est reprise par de nombreux penseurs, hein, mais sous des formes plus ou moins différentes, pour dénoncer cette aliénation imposée par la société de consommation et le monde de la marchandisation de l'ensemble des éléments du corps. C'est une des choses qui m'a frappé, et effectivement ce retour d'un refoulé religieux finalement, même pas spirituel, religieux au sens de codes, de règles qui permettraient d'accéder à plus grand et à une transcendance, et par lesquelles il faudrait tous passer comme une sorte de grand baptême collectif que serait telle ou telle injection ou à la fin la porte de sortie, la mort, qui devrait être effectivement administrée de manière intégrale. Retirée à la question religieuse, à la question symbolique, et tout entière absorbée par la question technique. Combien de doses de sufentanil, d'hypnovel? On voit que ça questionne beaucoup. Quel sera le protocole final de la solution finale de l'accompagnement de la fin de vie? Ça agite les discussions, y compris parlementaires. Mais effectivement, il y a ce côté religieux intégriste, ne tolérant pas une quelconque contradiction. Et là, il y a vraiment une espèce d'ambiguïté énorme, hein. C'est-à-dire que certains ont pu, peut-être ce professeur d'université, brandir le fait que tu as une pensée conservatrice, qui est renvoyée à des référents antiques, en l'occurrence Prométhée ou religieux chrétiens ou autres, alors même que le progressisme woke moderne est encore plus intégriste et conservateur quelque part. Oui, complètement. Et ce que tu dis me fait réfléchir sur la question du rituel, au fond. On pourrait dire la Sainte Trinité vaccinale, à l'époque où il en fallait que 3, ou le Saint-Gel hydroalcoolique. Et le Covid a mis en lumière la façon dont cette espèce de communion, cette anti-communion, mais qui passait pour être une communion, c'est-à-dire d'être animé par un même sentiment, la peur et l'espérance, et d'espérer trouver le salut par la voie rituelle, l'injection, le gel, le masque, etc. La répétition de mantras bien sûr, et de credo. des dogmes. Je crois en la science. Toute la dimension dogmatique
de cette période-là. Et là, comment dire, renvoie vraiment à quelque chose de très religieux. Et, et tu sais bien que la religion, étymologiquement, c'est ce qui permet de relire le passé, mais ce qui permet aussi de relier les hommes. Et dans une société complètement atomisée, justement, par la technique, d'une certaine façon, ce narratif covidiste a permis, euh, en tout cas illusoirement, de relier les hommes. C'est les applaudissements aux fenêtres au moment du premier confinement pour les soignants. C'est cette compassion, pseudo-compassion, euh, instrumentalisée vis-à-vis des aînés, vis-à-vis des personnes fragiles, etc. Le sentiment d'être, pour reprendre le mot qui avait été utilisé par Emmanuel Macron, tous ensemble. We are one. C'est cette dimension communautaire et de communion profondément religieuse qui, euh, qui est revenue sur le devant de la scène au moment du Covid. Euh, et pour répondre à ta question, oui, alors c'est assez dingue en fait de noter que les éléments répulsifs du progressisme contemporain, c'est-à-dire le fascisme, qui sont des répulsifs légitimes, me semble-t-il, le fascisme, le nazisme, etc. En fait, comme tu le dis, par un retour du refoulé, reviennent complètement sur le devant de la scène. Le docteur Jean-Marie Gomas, qu'on connaît tous les deux, qui est quand même l'un des fondateurs du mouvement des soins palliatifs en France, qui est enfin, sommité à l'international, me disait l'autre jour, dans le cadre d'un entretien qu'on a fait ensemble, il me disait, avec le programme T4, les nazis n'ont pas osé faire ce que les députés sont en train de faire à l'Assemblée nationale sur la question de l'euthanasie. Là, ce n'est pas une parole militante d'un extrémiste, etc. On a quand même affaire à un médecin qui connaît bien sa discipline, qui porte en plus une parole institutionnelle puisqu'il est associé à des sociétés savantes, et donc on ne peut pas soupçonner d'être dans une forme d'outrance politicienne. Donc quand quelqu'un comme ça vous dit ce que le progressisme moderne est en train de faire avec l'euthanasie, les nazis n'ont pas osé le faire avec leur programme T4, ça pose quand même question. Et donc on est dans cette contradiction que tu développes bien, à savoir d'idéaux qui se retournent contre eux-mêmes et de gens qui finissent par embrasser la posture et les agissements de ceux qu'ils abhorrent et qu'ils prétendent combattre. Et c'est cette dissonance-là, d'ailleurs, qui, je crois, forme la dimension un peu, disons-le, quasiment psychiatrique du wokisme. On le sait aujourd'hui, la première source de souffrance psychique, c'est la dissonance cognitive, c'est-à-dire le décalage entre les valeurs qu'on porte et ce qu'on fait véritablement. Et au fond de leur psychisme, ces gens comprennent bien qu'il y a une forme de contradiction ou de paradoxe entre ce qu'ils professent et ce vers quoi ce qu'ils professent aboutit concrètement. Et donc le malaise, au fond, de cette génération, il se situe aussi là. Et pour terminer, parfois les gens me demandent, mais où est-ce que vous trouvez où est-ce que vous avez trouvé la force ou l'envie de vous battre, notamment pendant le Covid, etc. Et c'est pas très noble, c'est dans une certaine forme d'orgueil, en réalité. C'est dans le fait d'être piqué par des gens qui vous déconsidèrent, qui vous imaginent superstitieux, qui vous imaginent stupides, qui vous imaginent crédules, etc. Alors qu'eux-mêmes sont complètement agis par une dynamique irrationnelle et par une dynamique criminelle. Enfin, faut pas, je pense, se voiler la face lorsque
il y a quelque temps, le Royaume-Uni légalise ou dépénalise plutôt l'avortement à la naissance. Enfin, on peut retourner la chose comme on veut, quelle que soit la considération qu'on ait sur le moment où commence la vie, où l'âme est insufflée au corps, etc. Enfin, là, on peut retourner les choses comme on veut. Quand on permet l'avortement à la naissance, c'est un meurtre. Enfin, je pense que c'est difficile de dire les choses autrement. Donc, il y a une dimension criminelle au progressisme contemporain, éminemment criminelle au progressisme contemporain, et digne, pour le coup, des pires régimes fascistes totalitaires. Et donc, c'est la tragique ironie de cette histoire et de l'histoire d'une illusion, celle de l'émancipation de l'homme au moyen de la technique et d'une autonomie humaine complète en dehors de toute norme extérieure, de toute considération morale qui dépasse tout simplement le caractère autoréférentiel d'une société qui, pour justifier ce qu'elle fait, utilise ses propres erreurs passées. Oui, il y a une phrase dans Le Très bas de Christian Bobin où il écrit que les fils qui ont toute leur vie combattu leur père finissent étrangement au soir de leur vie par leur ressembler. Tu parles de ce transfert mimétique qui renvoie quasiment à une vision girardienne, on en parlait en antenne, de ce qui est en train de se passer, de ce retour du refoulé, de ce retour du fascisme sous les traits de l'antifascisme, comme l'avait prédit Pasolini. Cette revendication outrée et obscène quelque part d'autodétermination, alors même que l'hétéronomie devient la norme intégrale, et puis cette régression auto-centrée où je suis la propre mesure de mon monde et tous les autres n'ont pas compris et doivent être éliminés, avec à la fois une revendication de progressisme libertaire et transgressif, mais de l'autre côté une régression psychologique meurtrière, et cherchant à revenir dans la matrice utérine peut-être quelque part dans ce technococon, et en interdisant la vie quelque part, c'est vraiment un mouvement qui s'oppose à la survenue de la providence, à la survenue de la vie, à la survenue de l'imprévu. Il faut tout contrôler et prédire, j'en ai parlé dans quelques-uns de mes textes, et y compris des gens qu'on ne peut pas soupçonner d'être de dangereux dissidents, comme Jean-Marie Gomas, se sont exprimés contre. Il y a aussi Jean Leonetti qui a dit qu'il était considérait que ça correspondait à une transgression anthropologique majeure, ce qui était en train de se passer. On a eu Emmanuel Hirsch, qui est un professeur d'éthique, émérite maintenant de l'université et de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est pas connu, qui est un très bon éthicien, mais qui est pas connu pour être quelqu'un de clivant. Au contraire, plutôt ok, chacun son point de vue, on essaye d'amortir les choses, et qui a dit sur une radio complotiste européen que pour lui, il y avait vraiment quelque chose qui allait pas dans ce qui était en train d'être entrepris à l'Assemblée nationale. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui va pas dans ce projet de loi? Parce que pour le grand public, au fond, on va éviter de subir les assauts de la médecine qui voudrait nous maintenir en vie à tout prix. On va éviter de rester au fin fond de son lit à rapapiller en étant malade et avec personne qui peut nous aider. Au fond, on en finit une bonne fois, quoi. Et au moins on souffre pas. Il y a ce désir, ce fantasme du non souffrir. Pour te répondre, je vais faire volontairement abstraction de toute considération, même éthique, philosophique ou religieuse, sachant que les partisans de l'euthanasie ne sont pas dénués d'ambition religieuse, donc on va en reparler peut-être, mais pour être dans le concret, et dans le concret de l'expérience vécue à l'étranger, notamment au Canada, en Belgique, aux Pays-Bas, dans l'État de l'Oregon aux États-Unis. Aujourd'hui, on trouve parmi les victimes de l'euthanasie et du suicide assisté une surreprésentation de personnes isolées,
dans des situations de précarité économique, avec des vécus d'abus sexuels, souvent, beaucoup de femmes d'ailleurs. Donc ça, c'est assez intéressant quand la gauche de la gauche vote pour une loi comme celle-ci, parce que ce que l'exemple international démontre, c'est qu'on est bien dans une forme de darwinisme social, c'est-à-dire d'élimination des plus faibles, des plus vulnérables, des moins performants de la société. Sur la question de la liberté, on peut entendre, pourquoi pas, il y a presque une part là indécidable qui dépend de sa philosophie ou de la foi qu'on embrasse. On peut entendre l'idée de dire je veux être maître de mon corps jusqu'au bout et de ma mort. Mais enfin, dans l'expérience, ça se passe très rarement comme ça. En règle générale, ceux qui sont animés par cette ambition philosophique, la question de la terreur de la mort est jamais très loin, et donc au moment où on leur donne, et ça, par exemple, l'exemple de l'Oregon l'a bien montré, au moment où on leur donne le cocktail lithique à conserver au frigo, ces gens-là ne se l'injectent jamais. Donc les idéologues de l'euthanasie ne sont pas ceux qui ont recours et qui reçoivent l'euthanasie à la fin. En revanche, on va avancer l'idée d'une liberté de choix de personnes qui se trouvent en fait dans des positions de complète sujétion aux autres, notamment à leur entourage, dans des situations où ils sont aidés, par exemple, accompagnés, et tu sais bien que c'est très dur d'aider un proche atteint d'une maladie chronique, incurable. C'est le fameux cas des aidants qui décèdent avant la personne aidée, etc. Et donc, il y a une forme de dynamique insidieuse, très souvent non formulée, et qui place le malade dans une position d'aliénation complète à l'entourage ou au discours sociétal, au discours médical, et donc qui, quand bien même ce serait le malade qui demande apparemment en toute liberté l'euthanasie, on se rend compte en creusant qu'au fond, il ne fait qu'intérioriser la demande insidieuse de ses proches et de la société. Et la loi envoie un message collectif. Là, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale en première lecture, ce sont les chiffres de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Il y a 1 million de Français qui vont devenir éligibles à l'euthanasie et au suicide assisté. Il y a 450 000, par exemple, de nos compatriotes atteints de cancer métastasé. On sait que certaines formes de dégénérescence cognitive vont pouvoir être éligibles, que des questions d'insuffisance rénale, aussi de diabète, de problématiques cardiaques vont pouvoir rentrer dans les critères de la loi telle qu'elle a été votée. Donc, évidemment, on ne va pas euthanasier 1 million de Français chaque année. En revanche, pour ces 1 million de Français, la vie va complètement changer. Parce que jusqu'ici, s'ils sont maintenus dans l'existence, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que la morale commune, la décence commune, la loi même, font qu'on prend soin de vous jusqu'à la fin. Là, le rapport va complètement changer, puisque si ces gens le décidaient, ils auraient la possibilité de soulager leurs proches du poids de la prise en charge quotidienne, avec ce que ça implique de coûts psychologiques, de coûts financiers, de proches aidants qui ne peuvent plus aller travailler, par exemple. Et donc, la dynamique change complètement. C'est-à-dire que c'est plus, c'est comme ça, donc il faut que tu t'occupes de moi. C'est, j'ai décidé de continuer à vivre, et donc, tu dois te sacrifier pour t'occuper de moi. Et il va y avoir une culpabilité diffuse qui va s'installer très vite dans la vie de ces 1 million de personnes. Et donc, s'il n'y a pas 1 million de Français qui vont être euthanasiés avec la loi Falorni, telle qu'elle va être votée chaque année, en tout cas, la vie d'1 million de Français va considérablement changer. Et on peut supposer qu'évidemment, leur état d'esprit va continuer à se dégrader. Parce que cette question qui ne se posait pas, de savoir
Est-ce que je ne suis pas dans une forme d'attitude égoïste en train de me maintenir en vie au prix du bien-être, du confort matériel de mes proches? Cette question va se poser et donc nécessairement, elle va engendrer une détérioration psychique chez ces malades et donc en plus physique. Donc, pour boucler sur ta question, en fait, on est très loin du libre arbitre. On est très loin du choix opéré en conscience. Et donc, quand bien même, en fait, on s'en tiendrait à cet idéal d'autonomie, pour reprendre ton interpellation, c'est l'hétéronomie complète aujourd'hui qui triomphe. On accorderait un pouvoir à l'entourage, aux médecins, à l'État, jamais vu sur l'individu et sur la propre vie. Une emprise sur la propre vie jamais vue. Et tu évoquais tout à l'heure la dynamique conservateur-progressiste. On a des penseurs de gauche, comme Barbara Stiegler, qui rappellent bien, par exemple, que le tort premier du néolibéralisme était de croire qu'on faisait une société à partir d'individus. Or, on fait l'individu à partir de la société. Et on n'est pas comme les animaux, c'est-à-dire on ne naît pas fini. Pour devenir ce que l'on est, on est obligé de passer par l'autre. Le bébé girafon, quand il sort du ventre de sa mère, au bout de quelques jours, peut-être quelques semaines, il peut courir dans la savane et puis très vite s'alimenter de lui-même. Il est fini. L'être humain, on sait depuis l'expérience au XVIIIe siècle de Victor de l'Aveyron, si une femme accouche et qu'on se contente de donner des soins vitaux à l'enfant, c'est-à-dire le nourrir par exemple, eh bien cet enfant ne devient pas un être humain. Il devient une espèce de sauvage, on pourrait dire ça comme ça, mais qui n'a pas réalisé la condition humaine. D'ailleurs, ce fameux mythe du bon sauvage a été complètement démenti par l'expérience de Victor de l'Aveyron. Et tout ça, donc, ça suppose l'existence d'une culture. Et comme la culture a été complètement effacée aujourd'hui au profit de la technique et de la technicisation finalement de toute la relation, l'instrumentalisation de la relation humaine, eh bien, on a des individus qui sont désindividués. Et dans une société d'individus désindividués, il est impossible de faire des choix libres. Et donc, on est, comme tu le dis, en réalité dans le règne de l'hétéronomie. S'ils étaient cohérents avec eux-mêmes, les partisans religieux de l'autonomie absolue devraient s'opposer en réalité au vote de la loi Falorni et à cette idée de l'euthanasie, du suicide assisté, mais encore plus au fond de l'euthanasie. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui me font réagir. La première, cette idée d'une autonomie de décision, que finalement on arriverait à s'auto-déterminer intégralement, qui est une parfaite imposture, parce qu'effectivement nous sommes des êtres sociaux, des êtres culturels, et dans un contexte où la culture est détruite à mesure par le cancel, par la culpabilité sur le passé, par la non-acceptation des origines, par la coupure du lien filial générationnel, au fond il y a la mise en place d'une ingénierie culturelle industrielle qui crée à mesure le cadre culturel dans lequel peuvent s'individuer ou non les individus, justement. Et c'est tout le travail d'Industrialis et du père de Barbara Stiegler, Bernard Stiegler, qui est décédé pendant le Covid, c'était de travailler sur cette idée de fabrique industrielle, l'ingénierie culturelle, montrant que, au fond, nos référents culturels acceptables deviennent ce qui nous est imposé à mesure par le grand système médiatique au sens large qui propulse les idéaux dominants. Et on voit qu'effectivement, dans les journaux, les médias sont régulièrement propulsés des nouveaux mots.
où dans Le Monde, dans Libé, dans Rebond, dans des rubriques d'intellectuels, on vient nous expliquer ce que veut dire woke, ce que veut dire tel ou tel nouveau mot, comme pour transformer à mesure notre vocabulaire et puis couper les racines et l'héritage. C'est la même chose sur la question de la mort, avec cette idée d'autodétermination, et c'était la première partie de ton propos, c'est de dire que finalement, la personne qui commence à vieillir ou à être ou qui est handicapé ou qui a en tout cas une atteinte à son potentiel performatif, on pourrait dire, dans notre société qui impose un rythme incessant performatif, se retrouve dépendante d'autres personnes et qui lui font peser elles-mêmes en écho et en ricochet l'atteinte à leur potentiel performatif qu'induit le devoir d'assistance. Effectivement, si je dois m'occuper de ma vieille mère, je n'ai plus le temps de faire tout ce qu'il faudrait pour être le startup moi-même dans le Startup Nation, dans le Startup World, d'aller à la salle de sport, d'aller consommer des films au cinéma, etc. Non, il va bien falloir que j'aille visiter ma vieille mère ou mon vieux papa régulièrement. Et là, il y a comme, voilà, encore une fois, une culpabilité mimétique. Alors tu dis qu'elle va apparaître que jusqu'ici c'était comme ça et puis la morale, l'héritage faisait que on vivait bon an mal an avec ça dans les familles aimantes en tout cas. Pour autant c'est une question qui se pose effectivement et qui fait intérioriser à chacun cette pression qui est mise, on pourrait dire économique et performative sur l'individu. Et je reviendrai sur un dernier mot que tu as dit. Tu as dit, mais le droit n'est pas. Le droit dicte quelque chose. Ce projet de loi ne va pas se contenter d'avaliser une situation de fait, il va amener des conséquences. C'est tout le travail d'Hans Jonas de réfléchir aux conséquences du caractère. Enfin, vis-à-vis des générations futures, d'un projet de loi, notamment dans le principe responsabilité, qui devrait nous influencer. Et je me souviens, j'avais sorti dans une présentation une phrase de Badinter où il dit, en 2008, la loi a une fonction expressive, elle dit les valeurs et les choix d'une société. Alors ça fait bien hein, si on le dit comme ça, alors, j'ai cité Badinter et tout ça, mais il me semblait que c'était parfaitement faux, que au fond, c'était bien plutôt la loi a une fonction impérative. Ceux qui l'écrivent dictent leurs valeurs et leurs choix à une société tout entière. Oui, alors d'ailleurs, tu parles de Badinter, même si son épouse ou son entourage se sont précipités pour dire qu'il n'avait pas dit ce qu'il avait dit, mais il l'a quand même bien dit. Badinter a dit dans une commission parlementaire au cours du début des années 2000 qu'en démocratie, l'État ne peut en aucune circonstance donner la mort aux citoyens, que ce soit par la peine de mort, mais que ce soit aussi par l'euthanasie. Et dans le cadre des réflexions sur l'euthanasie, il s'était vertement opposé à la légalisation de ce qu'on appelle l'aide active à mourir. Tu reviens d'ailleurs sur la question des mots. Cette loi, mais comme on l'a constaté depuis 4 ans, elle consacre aussi la subversion du langage et la façon dont non seulement on a retourné des mots contre eux-mêmes, on les a vidés de leur sens, mais en fait on a réorienté complètement leur sens. On parle du droit de mourir dans la dignité. A priori, quand on écoute ça, on se dit bah, on a plutôt affaire à des humanistes. Mais la question de la dignité mise sur la table dans des situations de fin de vie, en fait, ce n'est que le regard sur l'indignité supposée que ces gens-là plaquent justement vis-à-vis de malades dont le corps se dégrade ou dont le psychisme se dégrade. Donc quand on parle de mourir dans la dignité, en fait, on ne fait que rappeler le regard d'indignité qu'on porte vis-à-vis de gens dont la performance est entravée et qui, dans une logique économique, ne servent plus à rien. Tu abordes aussi ce point-là qui est fondamental. Enfin, parfois, pour comprendre quelles sont les motivations profondes d'un combat, il suffit de s'intéresser à ceux qu'il mène. Et en France, mais c'est vrai un peu partout ailleurs, on a un activisme extrêmement puissant
des mutuelles, du lobby mutualiste, en faveur de la légalisation de l'aide active à mourir. Thierry Baudet, qui est l'actuel président du Conseil économique et social, qui a rendu un avis très favorable pour ce projet de loi, était l'ancien président de France Mutualiste, du lobby donc des mutuelles, et la MGEN, puisqu'elle le revendique, a fait les premiers pas du chemin parlementaire vers la légalisation de l'euthanasie. Ils ont organisé des colloques, il y a eu des campagnes de publicité, etc. Alors, à un moment, on a quand même le droit de se poser la question de savoir pourquoi. Est-ce que un conseil d'administration est saisi comme ça d'un seul coup d'une sorte de révélation et se dit voilà, il faut qu'on s'engage dans cette direction, ou est-ce qu'il y a autre chose? Bon, bah, quand on connaît la réalité des chiffres de la fin de vie, on comprend qu'il y a évidemment autre chose. Les 6 derniers mois de la vie sont ceux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale et aux mutuelles, pour un résultat qui est connu d'avance, puisqu'on sait que la vie se termine. Et donc, la réflexion cynique du lobby mutualiste, c'est de dire à quoi bon prolonger inutilement la vie de 6 mois pour que ça nous coûte très cher et que de toute façon, la conséquence soit la même. Et donc là, cette dimension que tu abordes également impérative finalement du message qu'envoie la loi, eh bien, on est dans ce cadre du darwinisme social, de dire, eh bien, vous n'avez plus d'intérêt pour la société, d'un point de vue économique notamment, mais vous ne participez plus à la vie de la société, on vous élimine. On vous élimine. Et c'est la logique latente de ce projet de loi, Falorni. En fait, on vient comme flatter une pulsion de mort refoulée Oui. et nécessairement refoulée par le tabou du meurtre, le tabou d'y penser même. On peut imaginer que oui, chez des personnes qui ont dans leur famille des gens très malades, des gens handicapés, des gens avec une maladie de Charcot, une sclérose en plaques qui les a rendus très dépendants, ou même un Alzheimer, ou des vieux parents dans un EHPAD, il y a cette question qui revient de manière un petit peu lancinante. Est-ce que leur vie a encore un sens? Est-ce qu'ils ne souffrent Désolé, oui. pas? Encore une fois, la loi ou la proposition de loi vient comme flatter, séduire et désinhiber une partie de quelque chose qui était nécessairement refoulé, qui était cette préoccupation qui revient de manière peut-être lancinante chez certains qui nous écoutent. Oui, mais mon père, ma mère ont plus toute leur tête. Ils sont incontinents, ils ont mal, ils souffrent, ils sont dépendants. Et est-ce que leur vie a encore un sens? Et avec des ambiguïtés et des paradoxes qui sont y compris présents chez ces aidants dont tu parlais tout à l'heure, où on veut forcer sa maman à manger tout en voyant qu'elle se dégrade, tout en n'acceptant pas l'idée que oui, on pourrait mourir à la fin de ne plus manger, et que peut-être même c'est la façon de mourir naturelle de beaucoup de gens. Et donc on va amener à la petite cuillère la nutrition ou des choses comme ça. Et dans le même temps, on vient se poser la question, mais est-ce que ça a encore un sens? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'elle meure parce qu'elle souffre trop? Et donc cette proposition de loi, elle vient comme faire semblant d'apporter une réponse. Et une réponse univoque et simpliste, très facile à comprendre pour tout le monde, c'est oui, ça s'arrête, voilà, et on peut le faire. Est-ce qu'il y aurait d'autres réponses possibles? Est-ce que tu vois ce côté séduction de la loi? Pour réagir à ton analyse, le progressisme, c'est la mort. La pulsion prométhéenne, c'est la mort, parce que la pulsion prométhéenne, c'est la pulsion du pouvoir, et que le pouvoir ultime, c'est la mort. La mort qu'on donne aux autres, ou la mort qu'on se donne à soi-même. Et la question du pouvoir et de la pulsion de mort traverse toute notre société. Des émeutes urbaines aux transgressions sociétales comme celle de l'euthanasie, en passant par une conception de la vie uniquement tournée autour de la survie biologique
et c'est ce qu'on a vu aussi pendant le Covid, où les rites funéraires ont été empêchés, par exemple, les adieux aux proches, les derniers sacrements, où on a mis des gens dans des housses en disant bon, c'est bon, vous l'avez vu 2 minutes, maintenant c'est terminé, etc. Le progressisme, dans son expression ultime, n'est que l'autre mot de la pulsion de mort. Parce que il renvoie à la pulsion de puissance, et que la pulsion de puissance, dans son expression à nouveau ultime, c'est la mort. C'est la mort donnée, c'est la mort reçue. On traverse des moments là de très grandes tensions internationales, et avec cette guerre au Proche-Orient, peut-être un embrasement général, on sent bien, en allumant les réseaux sociaux, comme il y a une forme de fascination autour de cette possibilité, comme ça, en une frappe, de donner la mort, et de donner la mort à un nombre considérable de personnes. Regarde, comme le true crime, j'en consomme comme les autres, c'est pas le sujet, c'est pas un jugement moral que je porte, mais comme le true crime, ces histoires criminelles, ces narrations autour de faits divers, etc., a envahi quasiment tout l'espace du divertissement sur YouTube ou même à la télévision. Si on prend un programme de télé chaque jour, il y a à peu près, en tout cas en première partie de soirée, en prime time, le moment où il y a plus de gens, on va trouver à peu près 2/3 des contenus qui sont de près ou de loin liés à la mort. 2/3. Des spécialistes avaient estimé qu'au moment de l'entrée dans l'âge adulte, les adolescents d'aujourd'hui avaient assisté, par la voie des écrans, mais le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité, à peu près 14 000 scènes de meurtre. Et le philosophe Michel Serres montrait bien comment, par la voie technique, toujours, le recul de l'agriculture, il y a 50% de la population française qui, en 1900, travaillait la terre, il n'y en a plus que 2% aujourd'hui. Comment le recul de l'agriculture et de l'élevage dans nos vies, justement par le truchement du développement technique, a fait perdre tout le contact naturel avec la mort. Parce qu'au début, on s'y familiarisait dans la ferme de ses parents ou de ses grands-parents, par la mort des animaux qu'on voyait, ou par le fait d'abattre le cochon, etc., aux fêtes traditionnelles. Et tout ça, c'est complètement perdu. Et donc, ce rapport culturel et donc, in fine, spontané à la mort, à ce rapport-là, c'est substitué un rapport médié par la technique, et qui, comme il est nié dans la vie de tous les jours, puisqu'on pense qu'on peut lutter contre la mort à l'aide de médicaments, à l'aide de thérapie, à l'aide de tout ça, en fait, revient sous une forme pathologique, et j'ai même envie de dire psychopathique, par des lois de transgression, par la barbarie, où pour une cigarette refusée, vous pouvez recevoir aujourd'hui 3 coups de couteau. Et donc, toute notre société est orientée autour de la mort. C'est quand même assez parlant, à nouveau, comme paradoxe. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant mis en avant l'idéal de la vie, de maintenir la vie, d'une vie dans son aspect purement biologique, etc. Et pour autant, tout le progressisme contemporain est structuré autour de la question de la mort et de la pulsion de mort et de la pulsion de destruction. Aussi, dernier point, pardon, tout ça est un peu confus, mais parce que dans l'idée prométhéenne, dans cette idée de création ex nihilo, ça suppose aussi de faire de la place, et de faire sans cesse de la place pour le nouveau. Et donc, quand on a besoin de faire la place sans cesse pour le nouveau, il faut détruire. Et donc, la destruction est indissociable de la création. Et donc, la mise à mort est indissociable de l'innovation technologique, et donc de ce qu'elle entraîne, c'est-à-dire l'innovation sociale permanente, c'est-à-dire d'un monde qui change tous les jours. On est quand même au milieu de cet inédit anthropologique
où il est impossible pour nous de concevoir à quoi ressembleront nos vies dans 10 ans. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Il y avait une forme de stabilité jusqu'à la première révolution industrielle au XVIIIe siècle, avec des traditions qui changeaient assez peu, et donc des référentiels moraux qui changeaient assez peu, et puis des pratiques, des coutumes de vie, des moyens de subsistance qui évoluaient pas. Maintenant, c'est tous les ans que ça change. Enfin, s'il y a 10 ans, on avait imaginé qu'un jour il faudrait présenter un pass numérique pour pouvoir accéder au restaurant, on se serait dit non, mais c'est des trucs de dingos. Voilà. Et même malgré notre opposition à nous, eh ben, nous-mêmes, on a fini par s'y habituer, d'une certaine façon. Et quand il y a eu cette histoire des ZFE, là, de présenter une vignette, ou sinon vous n'avez pas le droit d'accéder à l'espace social quand vous êtes citoyen, bon, bah, le scandale a été moins important qu'au moment du pass sanitaire, ce qui signe déjà une forme d'habituation. Donc on est dans ce moment où il est impossible de se projeter dans l'avenir parce que l'innovation est partout. Mais pour que l'innovation persiste, il faut qu'elle ait la mort pour corollaire et la destruction de l'ancien, la destruction des cultures, la destruction des territoires intimes et la destruction du corps humain. Et c'est aussi ce que consacrent ces lois de transgression que sont l'avortement sans délai ou l'euthanasie pour tous. La destruction créatrice, elle est présente chez Schumpeter, elle est enseignée dans toutes les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'entrepreneuriat et d'administration. C'est le fin du fin finalement de la possibilité de créer un marché. C'est de disrupter le marché qui existait jusqu'ici en détruisant les règles explicites, les hiérarchies, les rituels et l'habitus qui pouvaient exister autour de tel ou tel produit ou telle façon de vivre. Est-ce que cette aide à mourir, elle pourrait être la création d'un marché de la mort? Bien sûr, et d'un marché très lucratif. Tu as sans doute, et les gens qui nous regardent ont peut-être vu ce film Soleil Vert, qui est très intéressant. Donc Soleil Vert, il est produit dans les années 80 aux États-Unis, et il projette une société 40 ans plus tard, c'est-à-dire, je crois que c'est en 2022 ou en 2024. Donc ça se passe dans une ville qu'on identifie comme étant New York. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ça couple la mise à mort industrielle avec une forme de paupérisation économique. Et donc c'est une idée qui est assez contre-intuitive, mais qui correspond en fait à l'état de la société telle qu'elle est en train d'évoluer. C'est-à-dire le stade ultime, à la fois de la paupérisation par le néolibéralisme et de la mise à mort industrielle, stade ultime aussi de l'idéologie néolibérale. Il y a assurément un marché qui s'ouvre donc avec des segments de marché. Vous avez c'est pour ça que je pense à Soleil Vert, parce que dans Soleil Vert, à un moment, il y a une scène où donc le vieux, mais qui n'est pas tellement vieux en réalité, qui choisit l'euthanasie, auquel on fait choisir l'euthanasie, lui, il choisit un service où il peut être devant un paysage de son enfance qui est sur un écran, voilà, on lui dit où est-ce que vous avez grandi, etc. Et puis avec sa musique, il choisit sa musique, et au fond, il se met sur sa chaise, il a la maison de son enfance ou le paysage de son enfance, la musique qu'il aime, et on lui administre la mort. Et donc, évidemment, il va y avoir une spécialisation de ce marché. En plus, c'est un marché qui est d'autant plus puissant que c'est notre condition aujourd'hui à nous tous. C'est-à-dire qu'on va tous en passer par là. On n'est pas tous obligés d'acheter un iPhone, mais on est tous obligés de mourir un jour ou un autre. Donc, les perspectives de rendement et de rendement économique sont infinies. Vous allez avoir des entreprises qui vont se développer en disant, voilà, Louis, toi, tu as toujours rêvé de découvrir l'Amérique du Sud, et voilà, tu vas mourir au milieu de la Patagonie. Ou d'autres types de services. Donc oui, les perspectives là, économiques sont sans fin. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà positionnés sur le sujet. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà positionnés sur le sujet.
Moi, il y a je l'ai dit quelques... sous une forme humoristique. Hein. J'ai dit que si vous saviez pas quoi faire de votre épargne et comme on va de toute manière vous la rincer, ouvrez une start-up d'aide à mourir, vous ferez fortune effectivement, en proposant d'enregistrer les dernières paroles intéressantes, de faire un petit message pour les petits enfants, de garder les souvenirs principaux, de mixer la voix avec une intelligence artificielle pour recomposer un chatbot pour vos enfants qui donnera des conseils de sagesse quand ils seront dans l'embarras, mais avec votre voix et vos pensées en fonction de tout ce que vous avez publié jusqu'ici. Enfin, bref, on voit effectivement le potentiel dystopique grandiose de tout ça, jusqu'à l'abonnement à l'aide à mourir, puisque comme une assurance vie, il vous faudra une assurance mort. Vous pourriez pas prendre le risque de mourir de manière naturelle, mon Dieu, c'est un caprice. Vous mettriez en danger l'ensemble du système de santé et peut-être même les autres. Donc vous allez avoir une obligation d'avoir une assurance mort avec tel ou tel contrat plus ou moins intéressant en fonction de de vos capacités financières. Alors, le terme caprice, en fait, c'est vraiment le bon terme. C'est-à-dire que quand on disait tout à l'heure que ce qui était aujourd'hui le naturel des relations humaines, y compris dans leur dimension insatisfaisante, allait être bouleversé, il va être bouleversé parce qu'il va passer pour un caprice. C'est-à-dire que de vouloir qu'on prenne soin de soi dans la difficulté au prix de vrais sacrifices parfois pour les proches, passera pour être un caprice. Donc nécessairement, c'est pour ça que la vie d'un million de Français va changer. Et oui, on peut aussi imaginer effectivement toute cette... Il y aura des multinationales de la mort qui auront des intégrations horizontales très fortes, où dès que les ingrédients commenceront à être réunis, et ben vous allez avoir une forme de nouveau rituel, à nouveau quasiment religieux. C'est pas l'extrême onction, c'est pas la dernière confession ou que sais-je, mais ça va être la confession dans un micro avec un testament vocal qui pourra être transmis aux proches. Ça va être tout ce que tu décris, jusqu'à l'enterrement, savoir si on va être humusé comme la vice-présidente de l'Assemblée nationale qui avait proposé une proposition de loi sur l'humusation, c'est-à-dire le fait d'être transformé en compost après son décès, et donc avec des offres personnalisées. Voilà. Puis on peut imaginer aussi que grâce à l'intelligence, à cause de l'intelligence artificielle, du marketing ciblé, ben finalement on puisse, en découvrant vos préférences, ben vous proposer tout un plan de mort sur mesure. Et il y aura énormément d'argent à se faire, puisque le public cible est un public qui est sociologiquement en plus solvable, puisqu'il a pu, tout au long de sa vie, alors je ne sais pas pour notre génération ce qu'il en sera, mais en tout cas pour les générations présentes, faire l'acquisition de biens immobiliers, etc. Donc c'est la poule aux œufs d'or, en fait, hein, pour des businessmen sans conscience, cette histoire. Et quand la première boîte aura ouvert ses portes, tout le reste suivra, parce que vous aurez même des boîtes qui prétendront le faire de manière éthique. Bien sûr, il y aura un cahier des charges même qui sera imposé à ces entreprises, ce qui fait que votre petite entreprise artisanale ne pourra pas le faire. Il faudra que ce soit un géant industriel d'une multinationale qui soit capable de fournir tous les services grandioses, qui coche toutes les cases de la procédure McKinsey de la fin de vie digne, acceptable, éthique, morale, éco-responsable, inclusive. Non genré. Ouais, alors il y a tout cet imaginaire dystopique effectivement, mais qui nous paraît tout proche, hein, pour lequel il y a déjà eu des productions culturelles, artistiques, cinématographiques, voilà, poétiques. Est-ce qu'il y aurait un autre imaginaire? Toi, tu viens un petit peu du monde des soins palliatifs. Excuse-moi, je ne peux pas répondre à ta question. Oui. Ouais. Je reviens là-dessus pour voir, est-ce qu'il y a une autre possibilité ou est-ce qu'on est comme réduit à une aporie ou de toute manière, c'est ça qui va se passer? C'est pas parce qu'on a proposé une mauvaise solution au problème qu'il n'y a pas de problème. Et t'es médecin réanimateur, les progrès de la médecine, de fait,
ont allongé les agonies. Enfin, c'est indiscutable. C'est-à-dire qu'avant, on entrait dans ces derniers temps et puis ça durait pas si longtemps que ça et c'était fini. Aujourd'hui, il est possible, et je trouve que c'est plutôt une chose heureuse, de soutenir la vie, mais ça a pour conséquence une surreprésentation des maladies chroniques et puis un allongement des agonies. Donc, assurément, il y a quelque chose à faire. Mais sauf que ces choses, on sait les faire. On sait les faire notamment dans les services de soins palliatifs, et j'en ai été le témoin direct. La première question qu'on pose à un patient qui arrive en soins palliatifs, c'est de savoir est-ce que vous voulez continuer votre traitement ou est-ce que vous voulez l'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de traitements, bien sûr, qui coûtent en effets secondaires, en perte de goût de la vie. Et dans l'hôpital classique, dans des services hospitaliers, on tente de soigner les gens. En soins palliatifs, on sait qu'on ne va plus les soigner, on ne va plus les sauver. Donc la première question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez arrêter votre traitement? Et déjà, en règle générale, le simple fait d'avoir cette liberté, quelle que soit la réponse, c'est un sentiment de soulagement et de délivrance immense pour les patients. Ensuite, les soins palliatifs, tels qu'ils sont organisés, mais ils ne sont pas assez disponibles, je vais revenir dessus, mais ils proposent une approche qui est holistique, qui va mêler évidemment des soins physiques, mais aussi des soins psychologiques, avec des professionnels dédiés, mais aussi avec une forte présence des bénévoles. C'est pas reconnu comme une discipline à part entière en médecine, mais les soins palliatifs, c'est la seule pratique médicale où il y a quasiment cette coopération contractualisée entre le personnel soignant et des bénévoles d'accompagnement qui passent du temps avec les malades, qui vont les aider, qui vont les écouter, parfois qui vont rien dire, juste leur tenir la main. Mais on se rend compte qu'en réalité, ça fait partie du soin. Et ça fait partie de ces choses qui font qu'en soins palliatifs, statistiquement, vous avez 95% des demandes de mort. Alors, quand on rentre en soins palliatifs, tous les gens ne demandent pas la mort, mais il y a des gens qui demandent la mort. Et on sait qu'avec la mise en place de cette approche holistique, à la fois sur le plan physique, psychologique, spirituel, il y a 95% des demandes de mort aujourd'hui qui disparaissent. Ce qui signifie qu'il en reste 5% pour des gens atteints de douleurs réfractaires, par exemple, ou dans des détresses psychiques qui sont extrêmement lourdes, ou des polypathologies, etc. La loi propose aussi une réponse pour ces personnes-là, c'est le cas de la loi Claes-Leonetti, avec la possibilité d'une sédation profonde et continue, ayant pour double effet de provoquer, non plutôt de précipiter la mort. C'est-à-dire que la mort, c'est pas une mesure hypocrite, c'est-à-dire que la mort est bien précipitée par la maladie en tant que telle, c'est pas le médecin qui donne la mort. En revanche, on soulage le patient, y compris si ça entraîne pour double effet de provoquer la mort. Et donc, on a quand même un cadre législatif aujourd'hui qui permet de répondre à l'infinie majorité des situations. Et il peut y avoir quelques cas limites, mais enfin, le champ, quand même, est aujourd'hui assez bien couvert. Les gens vont se dire, bah ouais, mais c'est bizarre parce que dans mon entourage, et moi j'en connais aussi beaucoup, malheureusement, j'ai des situations d'agonie qui ont été... Mais en règle générale, c'est parce que la prise en charge, c'est pas faite au bon endroit ou dans le... on sait qu'il y a 400 Français qui meurent tous les jours sans avoir eu accès aux soins palliatifs alors qu'ils en auraient eu besoin. Donc il y a 400 Français qui auraient pu bénéficier d'un accompagnement, de cet accompagnement holistique, ou en soins palliatifs, par exemple, si vous avez un animal de compagnie, l'animal de compagnie vous suit jusqu'au bout. Alors que souvent, à l'hôpital, l'animal de compagnie, il faut le laisser derrière soi. En soins palliatifs,
ça a été révélé, donc je fais pas de confidences obscènes, mais en soins palliatifs, si votre dernière volonté c'est de fumer un petit pétard, et ben on vous trouve le moyen de fumer un petit pétard. Donc, vraiment, c'est une approche qui est l'approche de la médecine d'autrefois, une approche qui est une approche humaine. Simplement, dans un pays, et moi j'avais lu avec énormément d'intérêt et de passion le livre que vous avez produit sur la crise du soin, sur la crise de l'hôpital, dans un pays qui connaît une crise du soin telle, et bien vous avez 20 départements qui restent aujourd'hui dépourvus d'unités de soins palliatifs, et vous avez ces 200 000 Français qui chaque année auraient besoin de soins palliatifs et qui n'en bénéficient pas. Et donc, en fait, les soins palliatifs, c'est la vraie solution, c'est la vraie alternative à l'euthanasie. Et il ne faut pas croire, je termine par là, que c'est la méthode, la vieille méthode contre la nouvelle méthode qui serait l'euthanasie et le suicide assisté. Les soins palliatifs ont été créés dans les années 80, au moment de l'épidémie de SIDA, VIH, en réponse à des euthanasies qui ne disaient pas leur nom. Vous aviez des médecins qui nettoyaient des box, c'est le terme qui était utilisé. On arrivait et puis il fallait faire de la place. On disait, bah, tiens, aujourd'hui, je nettoie le box 5. Bon, voilà. Et puis il y avait des cocktails lithiques qui étaient donnés aux patients. Donc en fait, l'euthanasie, c'est pas une chose nouvelle sous le soleil. On l'a déjà fait avant. Et c'est parce que c'était éthiquement désastreux, enfin, c'était contraire à l'éthique, et que il n'y avait rien de souhaitable d'un point de vue de la prise en charge, de la prise en soin plutôt, qu'on a proposé la mise en place des soins palliatifs. Et donc la légalisation aujourd'hui de l'euthanasie, c'est pas à nouveau un bond en avant, même vers le pire, non, c'est un bond en arrière. On fait un retour en arrière de 40 ans. On retourne à la situation telle qu'elle était connue dans les années 80. Enfin, et pardon parce que j'avais dit que je terminais, mais c'est un point qui me paraît important et qui est jamais évoqué, très rarement évoqué, alors que pourtant il n'est pas neutre. Oui, il y a des souffrances de fin de vie, mais il y a aussi des euthanasies ratées. Et on estime qu'il y a à peu près une euthanasie sur 5 qui se passe mal. C'est-à-dire que le cocktail lithique, en fait, va encore accroître les souffrances du patient sans le conduire à la mort. Et il n'y a pas un seul pays du monde où on a légalisé l'euthanasie où vous trouvez une stabilité du cocktail lithique. C'est toujours insatisfaisant. Donc, à chaque fois, ça ne convient pas. Donc, il n'y a pas de remède miracle, y compris cette idée de dire bon, on va faire la picouse et c'est réglé. Même ça, il n'y a pas de solution facile. Et donc, dans ces situations d'euthanasie entre guillemets ratée, ben, vous trouvez des exemples, souvent qui ne font pas parler d'eux, mais qui parfois ont défrayé la chronique. Et même la grande presse en parle. Il suffit de chercher sur Google Actualité, de patients étouffés à l'aide d'un oreiller. Et lors de la première version du projet de loi sur la fin de vie, ça avait même été inscrit noir sur blanc dans le texte de loi. Ça paraît à peine croyable, mais à nouveau, tout est disponible en open source sur Internet. Pierre Fourcade, la présidente de la Société de soins palliatifs, en avait parlé. Le gouvernement avait imaginé la possibilité de premier secours à l'envers ou de dernier secours à l'envers, c'est-à-dire si l'euthanasie ne marche pas, selon le protocole prévu, d'une intervention directe du médecin à la discrétion du médecin, donc c'est-à-dire que les voies et moyens n'étaient bien sûr pas précisés, pour achever tout simplement le patient. Ce qui signifie bien que même si on se place du point de vue de l'idéal des euthanasistes, sur la question de l'autonomie, on l'a vu avant, mais sur la question de l'absence de souffrance, là on l'aborde maintenant, en fait l'euthanasie n'est pas la réponse aux besoins qu'ils expriment. Parce qu'on trouve ces cas, et quand même 1 sur 5, je pense que le docteur Fouché peut en témoigner, dans la population clinique, c'est quand même pas négligeable. On ne parle pas d'un effet secondaire rarissime ou d'un 1 sur 5, ça fait quand même, c'est entre 13 et 20% aujourd'hui à l'international d'euthanasie ratée. Et ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Pourtant, si on veut vraiment vivre sans souffrance,
eh ben, il vaut mieux profiter des soins palliatifs de fin de vie plutôt que de s'engager dans une procédure euthanasique qui va être ratée. Ouais, les soins palliatifs existent. Tu as dit cette phrase qui me semble intéressante. C'est pas parce que la solution proposée est mauvaise qu'il n'y a pas de problème. Effectivement, nous avons collectivement un problème avec la mort, avec l'agonie, avec la souffrance, avec le handicap. Et il y a comme une espèce de réduction à zéro, une régression en mathématiques, c'est-à-dire que toute la prise en charge d'à peu près tout ce qui serait du domaine de la souffrance, quelle qu'elle soit, psychologique, physique ou autre, devrait se réduire à la mort dans une culture de mort intégrale qui n'est que la prolongation tendancielle de la société industrielle technologique qui consiste à transformer du vivant en du non-vivant, un arbre vivant en une armoire, une chaîne de montage industrielle qui voilà. Déjà eu des textes sur ces chaînes de mort industrielles. Je pense à un notamment de Fabrice Adjage dans Dernières nouvelles de l'homme et de la femme, où il raconte que finalement la chaîne de dépeçage précède la chaîne de montage dans les abattoirs de John Armour à Porcopolis à Chicago et va donner lieu à la bourse de commerce ensuite juste à côté de spéculation sur les denrées alimentaires et qu'ensuite apparaît le taylorisme, le fordisme, etc. Et puis son délire final qui est le nazisme, c'est-à-dire le meurtre industriel. Donc il établit une filiation entre tout ça et tu nous dis finalement l'euthanasie serait un bond en arrière d'une quarantaine d'années dans des pratiques médicales d'un autre âge qu'on a perdu. Effectivement, ce qu'on a vécu pendant le Covid, dans le fait de plus recevoir les familles, de fermer les services, etc., ça correspondait à revenir 30 ans en arrière dans les pratiques par rapport à ce qu'on faisait. Et puis, idéologiquement, un bond en arrière de 100 ans ou 150 ans, revenant à la fin du 19e et au début du 20e, dans ce darwinisme triomphant, ce scientisme positiviste d'Auguste Comte, où on allait enfin tout maîtriser, et y compris ces aléas que sont la maladie, la mort, la souffrance. Est-ce que pour toi, il y a le suicide assisté revêt une dimension différente de celle de l'euthanasie? Est-ce qu'il y a autre chose à en dire? Finalement, on les met dans le même package de l'aide active à mourir, mais pour beaucoup de gens, le suicide reste une liberté importante, reste une voie de sortie. Alors, on pourrait dire la dernière. Hannah Arendt, dans un de ses textes, dit que la dernière solution qui vous reste dans le totalitarisme intégral, c'est le suicide. Bon, alors ça devrait aussi nous faire réfléchir. Mais on voit que certains pays ont légalisé le suicide et pas l'euthanasie, comme la Suisse. Certains ont une culture du suicide assisté, comme en Oregon, depuis très longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Je ne les mets pas sur le même plan. Et effectivement, notamment d'un point de vue de la philosophie politique, il est tout à fait différent de légaliser le suicide assisté et de permettre à l'État, par le truchement des soignants, de donner la mort aux gens. Ça, c'est très clair. Il est très clair aussi que j'ai une conviction personnelle, mais je ne pense pas qu'il faille l'imposer à tous sur la question du suicide. Même si c'est un autre paradoxe de ce projet de loi, on met en place des politiques de prévention du suicide. Et d'ailleurs, le simple fait d'avoir prononcé le mot, peut-être frac sur YouTube, il va y avoir un bandeau d'avertissement en disant si vous voulez mettre fin à vos jours, contactez le 39 machin. Et en même temps, là, on va permettre d'accéder, voire même de précéder la demande d'un certain nombre de personnes. Et dans les cas où l'euthanasie et le suicide assisté ont été légalisés, on arrive très vite sur la question des maladies psychiatriques. Il y a quand même un présupposé pour le suicide assisté, qui est celui de la bienveillance de l'entourage. Or, l'expérience, je pense que tu peux le confirmer, montre, quand on discute avec des médecins, que ce n'est pas toujours le cas. Et que parfois, même quand c'est le cas, l'idée qu'on se fait de la volonté de son proche, c'est pas forcément l'idée que se fait le proche lui-même. Voilà. Et moi, ça m'est arrivé de parler avec des médecins de soins palliatifs qui me disent, même en soins palliatifs, alors que, comme il n'y a pas de place, souvent, il y a une volonté quand même des familles de dire, voilà, il faut un accompagnement de qualité, etc.
Même en soins palliatifs, on trouve parfois des enfants qui disent bah, écoutez, ça commence quand même un petit peu à durer, c'est facile pour personne. Est-ce que ce ne serait pas possible d'accélérer un peu les choses? Voilà. Donc le problème du suicide assisté, c'est qu'il part du principe que l'entourage est bienveillant. Or, l'histoire démontre que ce n'est pas le cas. Donc, j'ai envie de te répondre, ce serait un moindre mal, c'est sûr. Je préférerais qu'on légalise le suicide assisté plutôt que le suicide assisté et l'euthanasie. Et peut-être qu'au point où nous en sommes, ce serait un objectif raisonnable. Mais ça n'épuise pas toutes les difficultés de cette question. Ça n'épuise pas toutes les difficultés de cette question. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de pouvoir eux-mêmes procéder à leur mise à mort. Mais toi, en écoutant ton analyse, je pensais à la maladie de Charcot, qui est quand même the big prétexte pour la légalisation de l'euthanasie, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de spécialistes de Charcot expliquent que si on légalise l'euthanasie, ça va retarder la recherche sur la prison, parce que tout simplement, il y aura un effet d'éviction, plus besoin de soigner les gens, puisqu'on peut les euthanasier. La maladie de Charcot, par exemple, aujourd'hui, pour obtenir un fauteuil roulant, il faut 1 an et demi en moyenne. Donc, même dans ce cas qui est présenté comme le cas limite, en fait, on se rend compte que la logique qu'on a décrite précédemment, c'est-à-dire celle d'une paupérisation et donc d'un tout à la mort, au fond, on n'a pas l'argent pour vous soigner ni le désir, donc on vous tue. Bon. Même dans les cas limites, cette logique continue de s'appliquer. Donc, ouais, non, sur le suicide assisté, je serais peut-être un peu moins. Et je n'oublie pas quand même que les logiciens nous rappellent qu'une porte à demi ouverte, ça reste une porte ouverte. Et qu'au fond, quand on lève l'interdit de tuer, y compris pour des motifs compassionnels, à nouveau, il y a quand même une symbolique qui est collective et un message collectif qui est envoyé. Moi, j'ai envie de te dire, en fait, que il y a des relations entre les médecins, les patients, leurs familles. Depuis la nuit des temps, on sait que dans certaines situations, il y a des médecins qui ont pu précipiter un peu les choses parce qu'il y avait eu une discussion, etc. Finalement, je préfère que ça se fasse presque à l'abri du regard public, plutôt que de dire on va changer, on va renverser les messages collectifs à travers la loi pour légaliser des situations de fait. Voilà. Je ne nie pas qu'il y ait des cas qui soient au-delà de toute catégorisation, qui soient véritablement des cas limites, et d'ailleurs, contrairement à la propagande des médecins euthanasistes, on n'a jamais mis en prison des médecins parce que dans des cas spécifiques, oui, des gens qui faisaient ça de façon industrielle, oui, ça c'est clair. Mais on n'a jamais envoyé en prison un médecin parce que dans des cas spécifiques, de cas limites, où il y avait une discussion avec le patient, où il y avait une discussion avec la famille, le médecin a accéléré le processus de mort du patient. On n'a jamais envoyé un médecin en prison pour ça. Et je crois qu'au fond, parfois la loi, en tentant de répondre à toutes les situations, crée un mal plus grand que celui qu'elle espère résoudre. Et il y aura toujours ces espèces d'interstices en dehors du cadre social, et peut-être qu'il faut les ménager. Je ne dis pas qu'il faut les encourager, je dis qu'il faut peut-être les ménager, mais que si on renverse l'ordre symbolique en disant on met des exceptions à l'interdit de tuer, y compris dans le cadre du suicide assisté, et bien finalement on aura créé un mal plus grand que les souffrances auxquelles il prétend répondre. Et alors juste parce que je voulais réagir aussi à ce que tu disais au départ avec l'exemple du terrorisme et de la bourse de Chicago, l'État de Chicago. Gunther Anders parlait d'une honte prométhéenne.
c'est-à-dire qu'on est des créations imparfaites, des constitutions imparfaites, à la différence des objets qui peuvent parfaitement répondre à la volonté qu'on a insufflée en eux. Il y a une dimension dans l'objet de réplicabilité aussi, et donc d'immortalité, puisque toi et moi, nous tous, un jour au moins notre corps, lui, n'existera plus. En revanche, ce téléphone, s'il est produit en très grand nombre d'exemplaires, quand bien même un jour sa technologie sera dépassée ou même j'en perdrai l'usage, il existera toujours. Et donc, la mort étant consubstantielle à la vie, dans l'absence de vie, il y a une dimension d'éternité aussi. Et je pense que la pulsion de mort actuelle est le corollaire nécessaire de l'ambition en fait d'immortalité. Parce que les seules catégories immortelles, enfin plutôt éternelles du monde physique, ce sont celles qui sont privées de vie. Et donc dans la réification, dans la transformation de l'homme en objet, on a la pulsion de mort et on a le désir d'immortalité. Et paradoxalement, le désir d'immortalité va de concert avec la pulsion de mort parce qu'il fait référence au même idéal qu'est celui de l'objet. Voilà. C'était juste pour merci pour cette précision. Le premier élément, c'est cette portée symbolique de la loi et finalement cette définition des contours de l'interdit et des contours du légal, faisant voler en éclats la question de la liberté pour créer une sorte de droit de l'homisme. Vous n'êtes plus libre de vous suicider en vous arrangeant avec votre médecin tranquillement dans votre coin, en faisant pas de bruit et en ayant une sorte de mort intime. C'est le titre d'un livre de Marie de Henzel aussi, hein, la mort intime. Mais au contraire, tout doit être mis dans le grand panopticon, vu, su par tout le monde, et donc doit être avalisé par la loi au passage. Ça pose un énorme problème. C'est la perte de l'intime, effectivement, d'un côté, la perte de la possibilité de transgresser, puisque de toute manière tout est permis, donc il y a même plus cette possibilité de transgresser, et donc une absence de définition claire de ce qui est le bien et le mal, et une perte de tout repère. Donc on pourrait dire que ce progressisme transgressif aboutit à une sorte de nihilisme qui abolit intégralement la structuration morale d'une société, alors même que pour beaucoup de philosophes moraux, c'est bien cette recherche du bien et du mal permanente de l'humain qui structure, qui est un pivot de la structuration collective. Ok, ça c'est un premier point. Et je me suis avancé dans le même sens que toi en disant au fond, si on détourne un peu le regard et qu'on laisse se débrouiller tranquillement dans une confiance mutuelle, en étant à ce moment-là persuadé que les gens ont discuté entre eux, ont créé une sorte de bulle de sécurité propre à accompagner un décès, et y compris de manière transgressive par rapport à ce que permet la loi, ma foi, ça ira, quoi. Et effectivement, on pourrait dire que les usages ensuite de jurisprudence permettraient quelque part de dépénaliser ce genre de pratique qui pourrait répondre à ces situations limites dont tu parles. Situations limites qui restent des exceptions. Juste, je voudrais rappeler à notre public que les maladies de Charcot, avant la vaccination anti-Covid, on verra si ça change énormément avec la vaccination anti-Covid, mais il y a quand même quelques arguments pour le penser, mais correspondaient à environ 7000 malades par an, pardon, et environ 1200 décès par an. Alors, ça paraît beaucoup, 1200 décès par an, mais pour juste vous redonner un ordre de grandeur à ceux qui nous écoutent, il y a de l'ordre de 650 000 à 680 000 décès. Voilà, on est entre 650 et 700 000 décès par an, ce qui veut dire qu'il y a environ 1600, 1700 décès par jour en moyenne. Alors c'est une moyenne, hein, il y a plus de décès en hiver qu'en été, etc. Donc, mais ça veut dire que les 1700 décès de Charcot par an, ça correspond à une journée de mortalité sur les 365 de l'année. C'est pas négligeable, c'est pas rien, mais c'est un 365e de la mortalité. Et voilà. Bon, est-ce que ça nécessite de légiférer de manière intégrale, que toute la société entière reconnaisse qu'il faut absolument suicider ou euthanasier ces gens, qui pour un certain nombre ne le souhaitent pas, hein, d'ailleurs. C'est une autre question. Et ensuite, tu parles de Gunther Anders, c'est intéressant parce qu'une
grosse partie de son concept, de ses concepts, repose sur ce qu'on appelle l'irreprésentabilité du désastre, c'est-à-dire l'impossibilité pour l'humain de percevoir à quel point un système technique qu'il a créé va l'amener droit dans le mur. Et d'être absolument fasciné et séduit par l'immédiateté de la solution que propose son système technique, tout en étant incapable d'envisager les conséquences à moyen ou à long terme. Lui prend l'exemple du nucléaire, un nucléaire militaire puis nucléaire civil, qui est une grosse partie de ses préoccupations, en disant bon voilà, on s'est donné les moyens en gros d'éradiquer l'humanité. Est-ce que vraiment on a pris toute la mesure de ce qu'on était en train de faire? Et c'est drôle parce que ça correspond aussi à ce que tu disais sur ce caractère symbolique de Prométhée dans ton livre de 2022, La chute de Prométhée. La chute de Prométhée, c'est qu'à la fin, il est enchaîné pour de bon au rocher, en train de se faire bouffer le foie, comme enchaîné pour l'éternité à son propre système technique avec lequel il s'est bâti sa propre prison, croyant se libérer. Vous savez que c'est un thème récurrent en philosophie et puis même en poétique, hein. Prometheus Unbound, Prométhée déchaîné, Prométhée enchaîné, déchaîné. Est-ce qu'il est libéré réellement par le fait d'avoir volé le feu aux dieux ou pas? Et je reviens encore sur un dernier point que tu as soulevé, c'est cette sorte de fascination morbide pour la mort, correspondant à presque un caractère esthétique de la mort, et qui effectivement, ce que tu disais me rappelait quelqu'un qui s'appelle Michel Leiris et qui a écrit sur l'esthétique de la tauromachie. Alors évidemment, peut-être parmi nos auditeurs, beaucoup de gens vont critiquer la tauromachie, etc., peut-être à raison, hein. Toujours est-il qu'il s'agit d'un spectacle qui célèbre de manière symbolique quelque chose de très important, et qui, pour Leiris, rejoint l'esthétique baudelairienne, qui est que le beau se crée quand il y a une rencontre entre le principe de vie et de mort, le principe de vitalité, et l'éternité, et que cette danse entre la vie et la mort vient gauchir l'éternité. C'est exactement ce qui se passe dans la tauromachie, où le matador est vêtu d'un habit de lumière, il est éternel, et il va prendre des poses qui sont statiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas en permanence en train de courir, de s'exciter dans tous les sens, au contraire, il reste posé au moment où le principe de mort et de vie que représente le taureau vient et fonce sur lui. Et à ce moment-là, il doit se gauchir, simplement se gauchir, pas courir sur le côté et sauter comme un joueur de foot, ou un gardien de but, mais se gauchir et laisser passer juste autour de lui ce principe de vie et de mort qui vient gauchir l'éternité. Exactement pareil chez Baudelaire dans l'éloge du maquillage, dans certains carnets, dans Fusée, etc., où il décrit son beau. Pour lui, c'est une femme à qui on aurait d'abord imposé une statuaire, un maquillage de statue, le blanc, sur du fond de teint, et qui devient éternel, et où on va faire l'irruption du vivant par la tache de deux rouges aux joues, un petit peu de rose sur les pommettes, et qui viennent se mettre sur ce blanc de la statue. Et pour lui, c'est ça le beau. C'est ce moment-là où il y a cette rencontre de l'éternité et de la vie et de la mort. On est dans une société qui fantasme l'éternité, effectivement, hein, où on voudrait ne pas mourir, on voudrait évacuer de tous les côtés la mort. Sauf qu'elle revient de manière lancinante, elle suinte par tous les pores, comme tu l'as dit, hein. Combien de meurtres ont vu les enfants ou les adultes dans leur vie sous une forme symbolique, simulée ou fictionnelle ou réelle. Ça devient très problématique, hein, à la fin, parce qu'il y a comme un culte qui est voué à cette mort. Parce que quand vous regardez quelque chose tous les jours, au fond, c'est un culte que vous vouez à cette chose. Un culte, c'est une répétition du caractère du même, de quelque chose qui se déroule strictement de la même façon. On pourrait dire qu'on voue un culte à notre téléphone portable chaque fois qu'on le caresse. Là, c'est exactement pareil. Vous vouez un culte à la mort en la regardant tous les jours de manière fascinée, et pour autant sans entretenir un commerce intime avec elle, en l'ayant comme extériorisé sur des PNJ, dis-je les jeunes, sur des personnages non joueurs qui se retrouvent butés dans une sorte de match de foot où vous devez prendre parti pour Israël ou pour Palestine, pour Israël ou pour l'Iran, pour l'Ukraine ou la Russie, mais qui n'est pas vécu, qui est une externalisation de la souffrance et de la mort. Donc il y a tous ces éléments-là, je rebondis, hein, c'est une sorte de reformulation de ce que tu as dit pour essayer de donner des contours, ou en tout cas un mouvement encore pour que vous puissiez continuer à essayer de comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Mais derrière ce fantasme du contrôle de la mort, il y a le fantasme de l'éternité. Non, je suis absolument saisi par ce que tu décris, notamment 2 points. Effectivement, l'idée que la société du spectacle, c'est la société
de la puissance parce que c'est l'illusion d'une maîtrise de la mort, c'est-à-dire d'une confrontation mais sans conséquence pour soi. J'allume, j'aime beaucoup cette expression de caresser le téléphone. J'allume mon téléphone et puis je vois des bombes qui tombent, etc. Et à la fois, et ça m'étreint, évidemment, ça me fait du mal. Et en même temps, voilà quelque chose d'incompréhensible qui un jour me frappera, pas forcément par les bombes, mais et que là, je maîtrise chez l'autre. Et donc, dans le spectacle de la mort, derrière, il y a l'ambition puissance. Ça, c'est très clair. Et un autre point sur lequel je voulais rebondir, quand tu décris cette mécanique de la transgression, et ça renvoie aussi à la mort, parce que on est tous dans l'ambivalence. On est tous dans l'ambivalence. Et c'est le psychiatre, je ne sais plus, qui disait l'homme sain, non, le bourreau fait ce que l'homme sain rêve de faire. On est tous dans une forme d'ambivalence. On est fait d'esprit, mais on est fait de chair. Et dans l'esprit, on a des polarités qui sont différentes. C'est important de pouvoir laisser une place à la transgression. Et quand on se dit la transgression n'en est plus une parce qu'on l'avalise par la loi, en fait, on déplace la frontière de la transgression. On a tous, à des degrés divers, évidemment, pas, pour la plupart pas criminels, mais besoin de transgresser. Ça fait partie d'une forme d'instinct, d'instinct de vie, de conservation, je sais pas. Bon. L'innovation, d'ailleurs, c'est le besoin de transgresser. Poussé, voilà, de façon industrielle. Mais lorsqu'on déplace sans cesse la frontière de la transgression, parce que ce qui était une transgression n'en est plus une, puisque on en a pris acte et on a changé la représentation collective, et ben on a besoin d'une transgression, de déplacer la frontière de la transgression, une transgression plus importante. Et donc, in fine, comme tu le décris très bien, le point ultime de tout ça, c'est le nihilisme moral. Et donc, c'est la mort. C'est tuer pour mon bon plaisir, ou regarder l'autre tuer pour son bon plaisir, et tout en étant dérangé par cela, trouver quand même une forme de satisfaction dans cette observation parce que je maîtrise et parce qu'il y a presque une jouissance par procuration, en fait. Et malheureusement, et le vote là de cette loi sur la fin de vie, comme les votes récents au Royaume-Uni sur l'infanticide, montre qu'on est en fait déjà au stade ultime. C'est-à-dire qu'on y chemine depuis 250, 300 ans, mais là peut-être qu'on l'a atteint. Parce qu'on ne peut pas aller tellement plus loin en fait. Hein. Ça va être compliqué, hein, parce que c'est pas l'anesthésiste réanimateur que je vais l'apprendre, il y a quelque chose d'irrévocable dans la mort. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Bon. Donc, on ne peut pas aller tellement plus loin que ça, en fait. Ce qui signifierait qu'on se situe là déjà au point ultime de la logique. Je crois qu'on l'a touché du doigt, en fait. Et qu'avec le sujet de l'euthanasie, c'est le signe du fait qu'on l'a touché du doigt. Oui, peut-être qu'on arrive doucement à la fin de notre entretien. On sent qu'il y a une rupture anthropologique, on touche du doigt un nihilisme et que ce nihilisme aboutit au fond au retour à une sorte d'état de nature fantasmé qui, au fond, est la loi du plus fort. C'est-à-dire, ça y est, il n'y a plus rien d'autre que la loi du plus fort, la loi du plus puissant, du plus performatif. Et cette loi du plus fort, ce fantasme de la puissance, a bien été explicité par Marinetti dans le manifeste du futurisme, qui est devenu ensuite le manifeste du fascisme, qui a inspiré le manifeste du fascisme. Et il n'y a pas de forme plus pure de la force que de l'expression de l'humanité que la force, la violence et la guerre. Et on est dans une période de guerre intégrale où finalement tout le monde regarde ça un peu à distance, en disant bon bah c'est quand même la grande régénération quoi. Oui, c'est la grande purge, mais ce sera aussi la grande régénération et une bonne guerre quoi.
Et les gens arrivent à prendre parti en disant oui, finalement, ces frappes israéliennes en Iran ou inversement, l'Iran, moi je ne prends pas parti, je refuse de devoir prendre parti là-dessus, sont vécus comme des commentaires de matchs de foot, quoi. Et la vie dans le commentaire. Et plus rien n'est vécu de manière dense et stricte. Et les gens sont complètement à côté de leur pompe, avec cette possibilité de transgression permanente, tout en ayant un cadre archi contraint de vie quotidienne où tout est surveillé, où il y a des règlements vous imposent de faire ci ou ça tout le temps. Et donc il y a comme une ambiguïté. Tout est possible et plus rien n'est possible. Et plus rien n'est possible. Ouais. Oui, parce que c'est un autre débat. Je ne rentre pas dedans, mais l'autre corollaire de la destruction de la culture par les techniques, c'est la surveillance généralisée, puisque le contrôle social organique peut plus s'opérer. Donc, le corollaire de la destruction de la culture, c'est la société de surveillance. Ça c'est une autre conséquence fâcheuse du progrès du progrès technique. Ça, c'est sûr. Et alors, il y avait un autre point sur lequel je voulais revenir. Oui, les anthropologues datent les premiers temps de l'humanité pour certains des premiers rites funéraires. Donc, ça nous renvoie quand même à 40 000 ans avant notre ère, voire plus. Dans des grottes, je crois que c'est en Irak actuel, on a trouvé des ossements avec des restes de pollen. Et ces pollens témoignent d'une cérémonie avec des fleurs, sans doute. Il n'y avait pas d'ensevelissement, mais en tout cas, on a laissé un cadavre et on l'a décoré de fleurs. Donc, ces pollens dans la grotte en Irak, là, j'ai plus le nom en tête, mais c'est très, très connu, témoignent des premiers rites funéraires. Et les anthropologues font remonter les débuts de l'humanité aux premiers rites funéraires. Il y a une anthropologue aussi, dont j'ai oublié le nom, qui était très, très estimée dans sa discipline du XXe siècle, qui fait remonter les débuts de l'humanité aux premiers os ressoudés. La première fois, finalement, plutôt que de laisser quelqu'un sur le bas-côté ou dans un darwinisme social, voilà, t'es blessé, donc tu vas mourir, voilà, on a tenté de ressouder un os. Et donc, ça veut bien dire qu'en fait, le nihilisme qui consiste à ne plus prendre soin et à ne plus aborder la mort sous une forme culturelle, sous une forme barbare, en fait, c'est la sortie de l'humanité. Ouais, on l'a vécu un peu pendant le Covid. Hein, c'est la sortie de l'humanité. Tu parlais de la grotte de Shanidar en Irak. Shanidar, voilà, Shanidar. Et cette thanatoanthropologie, finalement, c'est une discipline qui a beaucoup été travaillée en France, notamment par Louis-Vincent Thomas, qui a écrit une anthropologie de la mort. Et donc, j'invite nos spectateurs à aller travailler cette question-là. Ces entretiens mortels ont vocation à devenir des espèces de dialogues en mortalité. Est-ce que puisse y avoir des cafés thanato, on pourrait dire, plutôt que des cafés philo? Est-ce qu'on en parle au pied du baobab? Est-ce que la mort redevienne intime, que nous nous réapproprions cette question de la mort plutôt que d'en être expropriés? Ma conviction est que cette loi est un pas de plus dans l'expropriation de la mort et que nous trouvons un tournant où effectivement l'humain va pouvoir errer au milieu de ces Walking Dead en étant fou, en ne sachant plus la différence entre ces avatars, le réel, qu'est-ce qui persiste, qu'est-ce qui est réellement mort. Peut-être certains d'entre nous continueront à exister sous la forme d'intelligence artificielle et de chatbots qu'on aura incrémentés. Et là, il y a vraiment comme une perte des repères, et on parlait tout à l'heure de cette nécessité de la transgression pour l'innovation, pour la recherche, pour la créativité artistique. Au fond, c'est toujours quelqu'un qui transgresse qui va ramener au groupe social une découverte, qu'elle soit musicale, qu'elle soit en danse, qu'elle soit picturale ou autre. C'est bien parce qu'il y a des codes qu'à un moment, il en sort, que tout le monde le regarde à ce moment-là et qu'il peut revenir en sécurité à l'intérieur du groupe social et rapporter sa trouvaille.
Vous savez que quelqu'un qui fait un solo en jazz n'est jamais applaudi que quand il revient et qu'il réentonne le thème principal avec les autres. Pendant ce temps, il a fait un solo. Mais est-ce qu'il était devenu fou? Il était parti tout seul et il s'est perdu? Ou est-ce qu'il nous a amené quelque chose de beau qui fera que ce jour-là, ce morceau de Duke Ellington sera un nul autre pareil? Parce qu'il l'a fait différemment. Tu l'as dit, les soins palliatifs au départ étaient une sorte de transgression aussi, de permettre qu'il y ait des animaux dans les hôpitaux, qu'il y ait la famille qui vienne, qu'on fume un pétard ou que on boive un verre de vin chez quelqu'un qui a plus le droit de. Et il reste cette part de transgression dans les soins palliatifs qui est à chaque fois comme négociée, comme faite de manière intime sous la forme d'une sorte de bêtise avec une connivence entre les soignants et le patient, et qui à ce moment-là deviennent quelque chose de personnel, une aventure personnelle, et pas un roman de gare strictement aseptisé où nous allons tous vivre la même mort dans la même cabine d'autosuicide ou d'euthanasie en ayant payé le même abonnement et la même formule et le même forfait. Peut-être, si c'est OK, on va vers la fin et je te laisse un mot de conclusion le temps que tu veux, hein. Et puis on pourra bien sûr reprendre ces entretiens pour aller vers d'autres dimensions qu'on n'aura pas couvertes aujourd'hui. Merci beaucoup Rémi Tel pour cette intervention. Je te remercie beaucoup Louis, merci à tous ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à ces sujets, souvent dans l'indifférence un peu générale, hein. Cette indifférence collective à l'endroit de thématiques si fondamentales dit bien que nous ne sommes plus complètement humains, parce qu'il s'agit quand même de notre mort et ça n'intéresse personne. Je termine en disant que ton point sur l'appropriation et l'expropriation est en fait fondamental. Et l'enjeu, c'est de se réapproprier notre vie et donc notre mort en réalité. Et on présente l'euthanasie comme étant une réappropriation de sa mort, de sa vie. C'est tout le contraire, c'est une expropriation. C'est une expropriation. Et donc tout l'enjeu des prochaines semaines, ce sera de faire comprendre autour de nous, si possible auprès des parlementaires, avant qu'il ne soit trop tard, que le progrès, c'est celui de se réapproprier sa vie et de se réapproprier sa mort. Pas de se l'avoir exproprié par des intérêts politiques ou par des considérations économiques. Voilà, c'est ma conclusion, cher Louis. Merci beaucoup Rémi pour ce moment ensemble. Je rappelle que tu es essayiste, auteur, que tu as publié un certain nombre de textes, notamment chez Perspective Libre, mais aussi aux éditions du Verbe Haut, je crois. Un manifeste pour la jeunesse d'ici et d'ailleurs, ce qui touchera peut-être nos spectateurs, parce que on aimerait que la jeunesse commence à prendre position, ou en tout cas à s'intéresser à ce qui se passe, plutôt qu'à le subir, et je crois que c'est le cas pour de bon. Un autre qui s'appelle Vaincre le Covidisme en 2021, et puis des paroles révoltées, la chute de Prométhée, et toujours cette réflexion autour de cette réappropriation des mots et du langage aussi, cette possibilité d'exprimer sa vie en ne se laissant pas exproprier des mots. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour toi. Donc vous pouvez retrouver tous ces livres dont je mettrai les liens en dessous, et puis je vous les ferai apparaître sur l'écran. Merci beaucoup. Très bonne journée.